Bonjour Audrey. Une petite interview aujourd'hui, le jour de la remise de ton prix. Ça fait quoi? Voilà. Ça fait monter la pression, qui était déjà quand même pas mal haute. Et donc Rossignol, paru à une heure lumière chez le Bélial. Donc aujourd'hui, tu es la première femme française, autrice française, publiée à une heure lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça veut dire que c'est super cool, je pense. Et que. Voilà, et que j'espère, je serai pas la dernière, surtout, en fait. Et puis, je pense que ça montre aussi qu'il y a il y a de la place pour des beaux textes de tout type d'auteurs et d'autrices, qu'il faut oser aussi, je pense, pour les femmes, écrire de la SF, l'envoyer aux éditeurs, parce que derrière, il y a des possibilités de publication, une belle réception. Aujourd'hui, tu avais commencé en auto-édition, auto-publication. Ouais. Pourquoi tu avais fait ce choix de l'auto-édition, de l'auto-publication, plutôt que de passer directement par un compte éditeur? Alors en fait, j'avais écrit mon roman, ça m'avait pris beaucoup de temps et je l'avais fait un peu comme un projet secret. J'avais pas du tout de bêta lecteur, à part une ou deux amies qui n'étaient pas lectrices de SF par ailleurs. Donc j'avais vraiment, enfin c'était quelque chose de très brut et c'était vraiment un premier jet en fait que j'avais envoyé aux éditeurs. Et j'ai eu des réponses encourageantes mais négatives d'un certain nombre d'éditeurs que je connais maintenant. Le Bélial en faisait partie d'ailleurs. Et je m'étais dit que j'aurais pas. Là, j'avais pas de bêta lecteur, j'étais pas dans le milieu. Donc, j'avais pas de soutien de bêta lecteur qui allait me corriger mon texte ou m'aider à faire un travail éditorial pour améliorer ce texte-là. Donc, je me suis dit, ok, on va le faire vivre direct. Je vais vraiment le confronter au lecteur direct. Et donc, je l'ai fait en auto-édition. Je l'ai confronté au lecteur. Donc, c'était mon roman Noosphère, que j'ai auto-édité en 2017. Et en fait, c'est ces retours de lecteurs après, en fait, qui m'ont beaucoup appris en fait et qui m'ont donné un regard sur ce texte. C'est ainsi aussi que j'ai trouvé l'opportunité d'aller sur les salons du livre, dans les festivals où là j'ai rencontré la communauté, notamment tout ce qui pouvait se faire autour d'appels à texte, de nouvelles. Et c'est là où je me suis mis à écrire des nouvelles qui m'a amené à encore plus affûter ma plume et travailler mes thématiques et mon approche de l'écriture. Et voilà, et en fait après c'est ce qui m'a permis, quand ma plume a été fort affûtée, que je comprenais aussi beaucoup mieux comment ça marchait, le milieu de la SF, que j'ai trouvé des soutiens de blogueurs, de coachs, de quasi-agents, que là j'ai pu faire Rossignol et la nouvelle Obégal. Donc c'était... je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix du monde, mais je ne sais pas si on va pas refaire le film. Peut-être que j'aurais jamais pu retravailler toute seule dans mon coin mon roman auto-édité et que j'avais besoin en fait de m'insérer plus dans une communauté de passionnés, voilà, avec des soutiens et ce regard critique apporté par les lecteurs en fait. Et du coup, tu l'as dit, très présente sur les Ouais. festivals, énormément présente sur les festivals, très présente aussi, j'imagine, familialement, professionnellement. Oui. Combien de litres de café? Alors, c'était plus en litres, hein, parce que c'est plutôt un débit continu, donc je ne peux plus vraiment mesurer en termes de litres. Mais oui, pas mal de café, de stress d'organisation, surtout pour arriver à tout caler, tout planifier, et puis à trouver des relais. Mon compagnon qui me relaie énormément, enfin qui est incroyable sur la gestion des enfants, et puis aussi des collaborateurs et des collaboratrices qui sont compréhensifs de ça. Enfin, je veux dire, ne serait-ce qu'au Bélial, ils savent ce que je peux faire en termes de quantité d'écriture, de travail, de salon, de festival. Et aussi du fait que je suis cadre, directrice et que j'ai aussi un métier très prenant à côté. Donc je pense que c'est ça, c'est de pas le cacher en disant moi je vais être Wonder Woman ou Superman pour les hommes et je n'existe que sur l'écriture et mon statut d'écrivain. On n'est pas une seule personne, on n'est pas une seule identité. Il faut essayer pour que ça fonctionne, il faut les dire en fait. Il n'y a pas de raison de cacher. Donc je pose très clairement mes besoins aussi. Voilà. Pour ne pas burn-outer sur un pan ou un autre. Et si on parle de Rossignol maintenant, Voilà. donc une expérience scientifique, enfin, extra-humaine et extra-humaine aussi, une grande base Oui, où tout le monde peut cohabiter. oui. Euh, Comment c'est scientifiquement possible? Ah, euh, ça l'est parce que c'est quantique.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est possible parce que la station spatiale qui est le lieu en fait de l'intrigue de Rossignol s'adapte constamment à tous les paramètres biologiques, physiologiques des espèces non humaines qui cohabitent, dans le fait où également les espèces sont hybridées ensemble et donc quasiment les individus sont, comme le mot l'indique, individuels, ils sont vraiment uniques dans leurs paramètres physiologiques, biologiques, etc. et leurs besoins. Et donc effectivement la station s'adapte. Mais ça vient principalement d'une fusion des technologies de ces différentes espèces. Il y a eu une mise en commun des savoirs de ces différentes espèces. Donc scientifiquement, c'est très complexe, évidemment. Et même le savoir s'en est un peu perdu. Un des éléments que j'ai essayé de souligner dans Rossignol, c'est que les personnes font confiance en la station pour qu'elle les maintienne en vie dans l'espace. Et eux-mêmes n'ont pas la connaissance parfaite de comment ça marche. Parce qu'il y a eu des fusions de technologies et parce que juste, ils ne savent pas. Moi, personnellement, là, tout de suite maintenant, je ne sais pas comment fonctionne un écran tactile de mon téléphone portable, qui est pourtant l'objet que j'utilise le plus dans ma vie. Avec la cafetière. Avec la cafetière. Bah, la cafetière, encore, moi j'ai une vieille cafetière assez classique, je peux y comprendre le côté de j'ai une résistance qui chauffe de l'eau, une pompe qui aspire, qui fait passer le café, Ça va, encore. Parce que j'ai étudié au cas où ça se casse, que je puisse savoir. Mais voilà, il y a un moment de niveau de technologie où même nous, dans notre quotidien, on doit faire confiance à la tech, on doit faire confiance aux scientifiques qui nous ont amené ça et qui nous disent, quand on roule en voiture, on est dans un avion, il y a un lâcher-prise. On fait confiance à une technologie qu'on ne maîtrise pas. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire, quand ils sont dans les avions, qui maîtrisent la totalité du système. Et il y en a, c'est gens super précieux. Mais voilà, donc en fait, c'est ce que j'ai voulu quelque part mettre dans Rossignol, c'était que dans 10 000 ans dans le futur, ce sera pareil. On n'est pas dans un roman de SF où tous les personnages savent exactement comment fonctionne toute la technologie qu'ils utilisent. Il y a toujours ce moment de confiance et de lâcher prise. Ce qui ramène la technologie dans un côté très communautaire en fait, de partage et de confiance. Donc quelque part de question sociétale et politique en fait. Il faut faire confiance pour que ça marche. Et quand la confiance se délite, ou doute, ou se brise, ou qu'on commence à avoir des petites théories complotistes qui remettent en cause certaines choses au niveau scientifique, là la confiance se brise et c'est là où ça devient fort problématique. Une des grandes dimensions, d'ailleurs tu viens de le dire, c'est la dimension sociologique. Oui. Au niveau de ton roman, on voit ces différentes espèces, Oui. et finalement, toutes ces espèces, ces assemblages d'espèces aussi, ces mélanges, etc., ces hybrides, on se rend compte qu'ils ont toujours le respect de l'autre, le consentement, en tout cas ils essayent. Alors je parle du consentement notamment sur la dimension télépathique, et comme c'est une société idéale. Alors, c'est une société idéale. En fait, c'était... Oui, presque. C'est une société qui essaie de poser des choses pour que ça marche. Ça reste une société, comme je le mentionne dans Rossignol, on a l'impression que c'est un mélange multiculturel, et ça l'est, de nombreuses espèces non humaines, mais ça reste un entre-soi, parce qu'il y a d'autres espèces mentionnées plus ou moins dans la novella, qui n'ont pas le droit de venir sur la station, ou qui ne, soit parce que physiologiquement ils sont trop différents, et on n'arriverait pas à adapter la station pour leur permettre de vivre avec nous, soit parce qu'ils ne peuvent pas respecter certaines règles basiques du vivre ensemble. Et moi, la règle première que j'avais mise sur la station, c'était le respect du consentement. La capacité, ne peut vivre sur la station que des espèces, et des individus en fait surtout, qui ont la capacité d'émettre un consentement éclairé et libre, et de respecter le consentement éclairé et libre des autres. Et ça, c'est un petit parallèle avec mon autre métier dans lequel je travaille, qui est notamment le droit des femmes, où la question du consentement est très très importante, puisque on est dans un système de juridique qui n'est pas basé sur le consentement. En fait, c'est comme ça. La base juridique n'est pas la base du consentement sur le droit français. Le droit espagnol essaye d'évoluer pour intégrer la question du consentement comme fondation du droit. Le droit en France est plutôt basé sur la propriété et la violation de la propriété. Donc voilà, c'était un peu le pied de nez. Je dis, hey, on va essayer une utopie où le consentement est la première règle, en fait, la première loi juridique. Et là, on a parlé, tout ce dont on a parlé
jusqu'à présent autour du roman est plutôt un contexte, Oui. plutôt que l'histoire en, Mhm. en elle-même. L'histoire, on arrive sur une guerre en fait entre deux factions finalement. Cette guerre entre deux factions, donc ceux qui sont plutôt pour une race pure, je peux le Mhm. dire comme ça, et ceux qui Oui. sont pour une forme d'évolution encore Mhm. du rapprochement des espèces. Mhm. C'est pas très SF ça. Alors, enfin, oui, c'est peut-être un peu, c'était un peu remettre dans des contextes de, bon, sociologiques plus, enfin, qu'on connaît aussi aujourd'hui. Moi, ce que je voulais montrer aussi, c'était que dans 10 000 ans, on serait toujours paumé sur ces questions-là, en fait. Sur la question de l'identité, sur la question de est-ce que l'autre menace mon identité ou l'enrichit, en fait, on aura toujours ça. Et l'intrigue et ce que l'héroïne apporte, j'espère, comme regard, c'est la nuance dans tout ça. Je voulais pas d'une héroïne qui arrive en disant moi je sais, je suis certaine, il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qu'il veut. Elle est dans la nuance, c'est-à-dire que les deux côtés de ces conflits ont des explications, ont des arguments, ça vient aussi d'un vécu qui est aussi un vécu de souffrance, de rejet, et c'est légitime en fait, et ça doit aussi peut-être être entendu, remis dans une complexité surtout, et ne pas perdre la nuance en fait, et ne pas simplifier, parce que c'est quand on simplifie en fait qu'on appauvrit. Et donc c'était voilà, rester sur ces dimensions. Alors oui, c'est une grosse dimension sociologique qui fait peut-être pas SF, mais finalement la question est toujours de comment moi je m'identifie et comment je gère cette relation à l'autre dans le conflit, dans l'entraide, dans l'enrichissement ou dans la peur. Et ce qui est un peu inquiétant, malgré tout, dans l'intrigue que tu portes, Mhm. c'est que cette station, elle va bien, tout se passe plutôt bien, Bien. et les gens, pour autant, une partie de la population, en tout cas, a toujours envie de rejeter l'autre. Oui, alors lisez la novella parce que c'est très très vrai. Il y a plein de différents aspects. Oui, là, alors, la station va bien et tout d'un coup on a l'impression qu'elle va moins bien. Il y a aussi le fait que mon personnage principal, qui est la narratrice, euh, qui est une narratrice vraiment qui a un point de vue interne, elle grandit, enfin c'est une histoire sur sa vie, donc elle passe de l'enfance à l'âge adulte. Dans son enfance, elle avait l'impression que tout allait bien. Elle vivait en complète fusion avec cette station qui l'avait presque élevée en fait. Et c'est en grandissant qu'elle réalise qu'il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des problèmes. C'est pas tant que les problèmes arrivent à ce moment-là, quand elle arrive vers 20-25 ans d'âge humain, c'est peut-être que son regard devient plus nuancé et critique et qu'elle s'autorise à voir des choses et finalement à se dire mince, mon enfance un peu idéalisée était peut-être qu'un doux rêve. Donc c'est pas seulement l'histoire d'une société utopiste qui commence à se fracturer, c'est aussi l'histoire du passage à l'âge adulte où toutes nos thématiques, toutes nos valeurs peut-être un peu très claires, très simples, très voilà dans un sentiment très évident, se craquelle, se nuance, devient plus complexe et qu'il faut repenser à tout ça pour pouvoir de nouveau naviguer au milieu de ça et accepter que non, c'est pas simple, que non, il y a des tensions, que nous, des choses qui nous portaient, nous rendaient extrêmement heureuses, pouvaient être une source de souffrance pour une autre personne en fait. Et ça n'en fait pas, ça n'en rend pas moins légitime et mon bonheur que j'ai cru avoir et la souffrance que la personne en fait a vécue dans son enfance alors que mon personne principale était trop contente et pensait que c'était trop bien et découvre en fait que certains de ses amis d'enfance l'ont mal vécu. Donc c'est ramener cette nuance ici, donc c'est ce passage à l'âge adulte, on va dire. Mais oui, il y a aussi la question que les tensions, bien sûr, se cristallisent et s'amplifient, on va dire, notamment parce que d'un côté, la technologie se complexifie et que la question de faire confiance à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus, qu'on n'est plus capable de comprendre, à un moment, c'est vraiment beaucoup demandé, en fait. Et du coup, là, publié en mai, Oui, si je me souviens bien, 18 mai. 18 mai, ça va très vite Oui, pour toi. oui. Quelle pression pour la suite? Énorme, énorme, et qui sera proportionnel au litre de café que je devrais ingérer pour faire face. Oui, énorme parce que j'ai eu un super accueil de Rossignol alors que j'imaginais que ça allait être un texte beaucoup plus clivant. C'est quand même un texte qui est très dense, c'est une novella, c'est 130 pages, donc je pensais vraiment avoir des bons retours parce que j'espérais, c'est sûr. Mais voilà, et là j'ai d'excellents retours et j'ai vraiment une grosse attente aussi sur la suite. Beaucoup de personnes qui me demandent de continuer dans l'univers de Rossignol pour en apprendre plus aussi sur cet univers-là. Et voilà, moi c'est des choses que j'avais pas du tout pensé, j'avais pas pensé à la suite, j'espérais déjà juste
sortir un bon titre, en fait, un bon texte. Et un mot de conclusion? Et ben j'espère qu'il y aura encore beaucoup de lecteurs et de lectrices qui se laisseront embarquer par ma novella et qui y trouveront ce qu'ils sont venus y chercher en fait, et il y en a un peu de tout sur la science, sur la socio, sur les rapports à l'autre, sur la transmission, sur les relations parentales, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alan.